T'entends bien là ou pas du coup? Je t'ai même pas Ouais, demandé. pareil que tout à l'heure, pas de souci. Ouais, nickel. Super, bah c'est parti alors. Allez. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce nouvel épisode de Flowcast, le deuxième épisode en visio. La chance de recevoir aujourd'hui Clément Moureau, machine d'endurance français et de l'île de la Réunion. On s'était affronté sur une compète de BLB, je crois, en 2022, en 2023, je sais plus. C'était un peu quand je débutais, en tout cas, en street workout, et c'est là que je t'avais rencontré, justement. Et quand je t'ai vu, je crois que tu avais envoyé un truc genre 34 muscle up, et je me suis dit, ah ouais, le gars, il y a du très, très, très gros niveau, et je te suis sur les réseaux, du coup, depuis ce moment-là. J'ai ton palmarès sous les yeux, là, sous les yeux, ouais, celui que tu as mis en story, sur ta bio Insta. C'est du très très lourd. Donc merci à toi de m'accorder ton temps aujourd'hui pour parler sport. Bah, est-ce que tu peux te présenter du coup pour ceux qui te connaissent pas? Ouais, merci à toi aussi pour, l'invitation, ça me fait très plaisir, de venir discuter ici. Donc, comme tu as dit, je m'appelle Clément Moureau, je viens de La Réunion, ouais, je suis né là-bas. Je suis parti quand j'avais 17 ans pour les études, donc là, ça fait 7 ans que je vis en métropole. J'essaie de revenir, le plus souvent possible et puis pour parler vite fait par rapport au street, ça fait un peu plus de 4 ans que j'en fais, 4 ans et demi. Donc vraiment focus endurance maintenant, focus battle. J'ai commencé vite fait, par toucher un peu à tout et nous voilà aujourd'hui, dans, les compétitions à haut niveau. En tout cas, c'est ce que je vise, à long terme. Tu dis que tu as commencé du coup il y a 4 ans. Tu as commencé direct par endurance et battle ou pas du tout? Alors pour faire un petit récap, moi j'ai fait 10 ans d'escalade avant, un peu plus, donc j'avais quand même, des bonnes bases physiques et du coup, quand j'ai commencé le street, c'était parce que, bah, pendant le covid, en fait, je pouvais plus m'entraîner en escalade, donc je voulais faire, une petite compensation. Je connaissais déjà par, des potes qui en faisaient avant. Et du coup, ouais, j'ai commencé par l'endurance. Je faisais à la fois un peu de statique à côté. Le freestyle, j'y ai très vite fait toucher. Mais ouais, j'ai dû faire à peu près 3 mois de front, de planche un petit peu, un peu d'handstand et après je suis totalement passé sur le côté endurance, qui me plaisait plus et dans lequel je m'amusais plus. Très bien. Et du coup, tu parlais aussi de battle juste avant. Est-ce que tu pourrais définir c'est quoi le battle, mais aussi l'endurance? Parce que je pense qu'il y a une partie de la communauté de Flow justement qui ne sait pas ce que c'est. Bien sûr. Donc, si on part sur la base, l'endurance, c'est, le côté, max rep, donc faire un maximum de répétitions sans forcément de contrainte de temps. Et puis petit à petit, ça a dérivé sur, donc les battles où on a rajouté le poids, donc, avec, des max rep lestés. À la base, c'était 32 kilos pour les tractions, 48 kilos pour les dips et des kettlebells. Et du coup, au lieu de faire des max reps, on est passé sur un format où il y avait un circuit à faire. Et donc, le but, c'est de en 1v1 ou en 2 contre 2, le réaliser le plus vite possible, ou plutôt gagner contre, son opposant. Et puis c'est sous forme de tournoi, donc avec quart de finale, demi-finale, finale et tout simplement, il faut aller le plus loin possible. Donc souvent, c'est des circuits de 5 à 15 minutes selon, le format, selon la compétition, avec plus ou moins de poids. Et on est donc sur 5 mouvements principaux que vont être, les tractions, les muscle up, les squats, les pompes et les dips. Et si tu devais choisir entre l'endurance et le battle, est-ce qu'il y en a un que tu préfères ou pas? Ouais, alors moi, du coup, les max reps, c'est pas du tout mon délire. Je trouve ça un peu ennuyant, honnêtement. Déjà parce que ça reste beaucoup au poids du corps, même s'il y a un peu de lesté. Et puis accessoirement, c'est ce côté-là où on fait qu'une seule série, on se repose et puis on en fait qu'une seule autre sur un seul mouvement. Ou même il y en a qui spécialisent totalement sur un seul mouvement. Alors que le côté battle, je trouvais beaucoup plus complet, dans le sens où du coup on a un peu tous les poids. On a vraiment un côté tactique et gestion de l'effort qui est presque inexistant dans tout le reste du street. Et également un côté cardio qui matche bien avec ce que j'aime. Et puis je pense que dans la difficulté en elle-même, c'est sûrement le plus dur physiquement. Donc c'est ce que je préfère. Et c'est vrai que pour moi, ce que j'appelle l'endurance, c'est les battles, étant donné que c'en est aussi. Mais du coup, on va dire que je préfère les battles au max rep, si on les divise de cette manière. Et du coup, quand tu te prépares pour
une compétition de ce type, ça se passe comment? Toi, je sais que du coup, tu es coach, C'est ça. mais est-ce que tu as un coach derrière aussi ou tu fais toutes tes préparations toi-même? Comment ça fonctionne? Comment ça se structure? Alors du coup, bah, là, actuellement, je me coach moi-même. J'ai essayé quelques fois, du coaching. Je pense que à long terme, c'est vraiment ce que j'aimerais, soit avoir quelqu'un qui a vraiment un avis extérieur et qui travaille avec moi sur, mes prog ou soit un coach, je le laisse faire à 100, mais c'est vrai que j'ai un peu de mal à trouver la personne qui correspond vraiment à comment je vois les choses et comment je structure mes entraînements, vers quoi je veux aller et cetera. Donc régulièrement, peut-être j'ai dû essayer en 2022, puis là, il y a 6 7 mois, pareil, j'ai réessayé, mais finalement, je me débrouille bien tout seul. Et donc pour la structure, des entraînements, on va dire que ça dépend un peu de la période. Globalement, loin des compétitions, j'essaie de me concentrer sur, une accumulation du volume, sur, une banalisation des charges, sur un aspect, un peu plus concentré sur la force vu que j'ai le temps. Et quand on se rapproche des compétitions, là, je repasse sur un format où je fais plus de battles, où je fais plus donc de circuits, où je fais des exercices plus spécifiques, c'est-à-dire typiquement un peu en superset, si on parle comme dans la muscu, avec typiquement des enchaînements de squat et de muscle up, de pompe et de traction, etc. Donc avec un peu plus de travail sous fatigue, un peu plus de cardio aussi que j'essaie d'intégrer. Voilà un peu de manière générale. Bah, ça me fait, rebondir du coup sur, pour continuer sur cette partie coaching là, il y a quelqu'un qui demandait, sur Instagram, qu'est-ce que ça fait d'affronter ses élèves durant des compètes? Alors c'est vrai que du coup, pour ceux qui ont pas la ref, donc je coach depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans et c'est vrai que régulièrement je j'affronte, des gens que je coach. Heu, c'est le hasard vu que c'est pas un tirage au sort, mais c'est le principe, c'est qu'on a le premier contre le dernier, le deuxième contre l'avant-dernier et cetera. Et donc que ce soit au premier tour ou dernièrement en finale, donc là il y avait pas de hasard, il y avait pas de 1er contre dernier, c'était juste, qu'on est arrivés là tous les 2 où j'étais tombé contre un élève que je coachais. Moi ça me fait plaisir honnêtement, c'est déjà s'ils ont le niveau pour m'affronter, c'est qu'ils ont bien progressé et puis je pense que c'est important, d'avoir de la concurrence, donc de se faire battre. Ça donne envie de progresser, ça donne envie de revenir plus fort. Donc je préfère battre mes élèves plutôt qu'ils gagnent, dans la facilité, on va dire. Les challenger, C'est ça, ouais. exactement. C'est quoi pour toi être, un bon coach? Quelle qualité doit avoir un bon coach, en tout cas, dans cette discipline-là? Je pense que de manière générale, du coup, c'est beaucoup l'écoute, pas forcément imposer les choses aux athlètes. Il faut aussi savoir, ce qui leur plaît, ce qui leur convient. Donc ça, c'est beaucoup d'adaptation de manière générale. Du coup, au-delà de l'écoute, c'est vraiment l'adaptation. Et dans le street plus spécifiquement, enfin dans les battles plus spécifiquement, ça va être trouver le point faible dans le battle et parfois faire des concessions parce qu'en fait, on a énormément de choses à travailler. Donc si on doit travailler la force, l'endurance de force, l'endurance tout court sur 5 mouvements différents, en plus de travailler le cardio, en plus de travailler des enchaînements, ce qui fait qu'on est obligé de prioriser et donc je pense que ce qui est très important, c'est de voir où est le plus gros point faible pour mettre, la priorité du travail dessus et parfois faire des sacrifices sur d'autres mouvements. Donc ça, je pense que c'est dur à accepter pour certains qui, par exemple, ils ont un point fort, sur quelque chose, ils ont envie de continuer à le travailler, mais des fois ça sert plus à rien et donc il faut le laisser un peu de côté, travailler ce qui manque vraiment et donc je pense que vraiment la force d'un coach en battle, c'est voir où sont ses points faibles, trouver, comment les travailler et expliquer à l'athlète quelle est la démarche pour atteindre un but final, donc être performant. Et après, vite fait, en compétition purement, je pense que c'est très, très important et ça, il y en a peu, entre guillemets, qui en sont capables, je trouve. C'est avoir une très bonne analyse donc, du circuit pour justement, comme on parlait de l'aspect tactique et stratégique tout à l'heure, bien connaître son athlète pour savoir ce qu'il est capable de faire et vraiment lui donner les indications de comment il doit découper le circuit pour être dans la meilleure gestion possible de manière générale. Et également, en fonction de son adversaire, savoir quand est-ce qu'il doit accélérer, quand est-ce qu'il doit ralentir. Donc ça va être plus dans les compétitions. Quand tu parles de circuit, tu veux dire, le type d'exercice à enchaîner ou tu veux dire le circuit, les associations, les organisateurs?
Le circuit vraiment, le type d'enchaînement à faire. Donc, bah, c'est vrai que soit on appelle ça set, ou circuit, mais c'est ça les gros blocs, d'exercices qu'on a qui s'enchaînent et qui font que enfin et qui représentent, bah, le quart de finale, la demi-finale, les finales et qui changent, à chaque tour. Donc, voilà. Ça se passe comment du coup, le jour d'une compète, est-ce que par exemple le coach a le droit de guider, son élève s'il est à côté et qu'il voit que, par exemple, il doit ralentir comme tu disais à ce point-là ou il doit accélérer. Est-ce que toi, en tant que coach, tu as le droit d'être à côté et lui dire: «Non, là, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça»? Alors actuellement, il y a pas de règle qui interdit ça, donc ouais, en effet, c'est ce que je fais la majorité du temps. Je pense qu'il faut aussi apprendre à l'athlète à se connaître lui-même et à savoir se gérer. Mais c'est vrai que quand c'est des matchs importants, il faut être, présent le plus possible et on a totalement le droit du coup d'indiquer à l'athlète, ce qu'il doit faire. Là dernièrement même, je lui ai demandé de venir pour discuter avec lui rapidement, quand il y avait un gros moment où il fallait arrêter dans tous les cas, pour lui expliquer la stratégie sur la fin, du battle. Donc, pour l'instant, on a totalement le droit et ça fait partie de la tactique aussi, et de la gestion du battle en tant que coach. Donc bien indiquer à l'athlète, ce qu'il doit faire. Très bien et pour devenir coach, du coup, toi, t'as fait quoi comme étude? Alors du coup, moi, je suis passé par STAPS, donc j'ai fait une licence, donc licence STAPS qui me permet de coacher et à partir de là, j'ai continué sur un master, MEF pour ceux qui connaissent, donc c'est pour faire enseignant d'EPS, vu que c'était mon projet à la base. Là, avec le temps, finalement, j'essaye plus de me diriger sur, du coaching à temps plein. Donc j'ai arrêté mon master et voilà, donc études classiques, licence TAPS, voilà, pour être coach et Puis la après je pa pense que dans le street spécifiquement, c'est, le côté, athlète, expérience que j'ai, sur les mouvements, avoir discuté avec pas mal de gens aussi, avoir regardé pas mal, de vidéos, de podcasts pour essayer d'en apprendre plus, de manière générale et spécifiquement, dans le street. Ça me fait penser à la partie coaching. Tu parles t'as un background d'athlète, toi, du coup, et tu fais du coaching à côté. C'est une question que j'ai jamais abordée avec les précédents invités. Est-ce que tu penses qu'il faut forcément être athlète pour être coach ou pas du tout? C'est compliqué. Alors, je pense que dans certains sports qui sont plus développés, pas forcément besoin de l'avoir été, de l'être tout simplement, parce que c'est 2 choses très différentes. Mais dans le street qui est un milieu plus fermé, peu connu, le côté expérience qu'on a en tant qu'athlète fait qu'on a beaucoup d'informations à délivrer en tant que coach et également beaucoup de connaissances qui peuvent être acquises uniquement par, l'expérience du terrain et donc, c'est vrai qu'on n'a pas un livre qui nous explique, quel exercice mettre en place pour régler tel ou tel problème. On n'a pas de formation sur, bah, quel format pour tel, mouvement, telle endurance, combien de fois on doit travailler l'endurance de force, combien de fois on doit travailler la force, quel mouvement, et cetera. Donc tout ça, en fait, c'est des choses qu'on a acquis, bah, par l'expérience et je pense que à cause de ça, c'est plutôt important d'être, athlète pour être coach. Ce qui ne veut pas dire que tous les athlètes peuvent être coach. Par contre, ça, c'est une grosse différence et au-delà de ça, on évite aussi les erreurs par lesquelles on a pu passer. Typiquement, moi, je me suis déchiré le pec il y a un peu plus de 3 ans parce que, bah, tu sens que tu as une petite douleur, mais tu te dis: «Ça va aller» et cetera et donc là, tu peux être plus attentif, savoir quand est-ce que ça va, quand est-ce que ça va pas, avec quelle limite jouer, on va dire. Donc ça, pareil, ça passe, par le côté expérience. Cette blessure au pec, du coup, tu te l'es faite comment? Tu ressentais déjà une gêne, mais c'est sur une traction, peut-être plus une dips, j'imagine, non? Ça Ouais, s'est fait comment? exactement. Une dips. Du coup, donc j'étais en fin de préparation pour, une compétition. Qui dit fin de préparation dit quand même beaucoup de tension, le corps qui a été pas mal poussé. Donc c'était ma dernière séance, donc si je trouvais ça normal d'avoir, des petites gênes, c'est un peu toujours le cas. Mais c'est vrai que là, c'était un peu plus poussé, donc au niveau du pec, je sentais que c'était pas mal tendu. Je me suis dit: «Bon, c'est ma dernière séance, je vais quand même la faire, je vais faire les perfs qu'il faut et voilà et après repos et on sera chaud pour la compète» et du coup, ouais, en descendant d'une dips, musculairement, j'étais bien, mais le tendon, lui, pas tant. Donc sur la descente, j'entends que ça craque. Là, j'étais pas mal terrifié. Heureusement, c'était partiel, pas total, mais c'est vrai que c'est un mauvais souvenir.
Tu m'étonnes et du coup, ça t'a pris tu as fait comment pour récupérer derrière? Alors honnêtement, je l'ai pas bien géré, dans le sens où, bah, je commençais par une pause qui pour la majorité des blessures, c'est pas une bonne chose à faire, mais pour une déchirure, c'est totalement ce qu'il faut faire. Et le problème, c'est que du coup, avec la hype de la compétition, je m'étais dit: «Oh, ça va mieux, je peux le faire». J'ai passé peut-être, 1 heure et demie à m'échauffer, j'avais pris des Doliprane, j'avais mis des crèmes anti-inflammatoires, le tout pour éviter pas sentir la douleur, en fait. Alors j'aurais juste dû pas participer. Ce qui fait que j'ai pu participer sans douleur, mais ça a totalement, relancé, la déchirure. Et donc derrière, donc du repos, de la reprise progressive, avec un kiné, pas mal de renfo. Et on va dire que de manière pure en temps d'arrêt, j'ai dû arrêter peut-être 2 à 3 mois. Et par contre sur, le temps vraiment de totalement récupérer, ça a pris peut-être 8 à 10 mois. Genre, même, ouais 6-7 mois après, si je faisais trop de dips, je pouvais sentir que ça revenait, que c'était un peu plus faible, ça toujours un peu plus tendu et tout, donc quand même assez long, mais je pense que c'est juste parce que je l'ai mal pris en charge. Et je pense à ça aussi, tu viens de nous expliquer la façon du coup de traiter les symptômes. Est-ce que le chaud et le froid dans une déchirure, pour ceux qui savent pas, ça peut aider? Toi qui es coach, qui a l'expertise. Alors du coup, je vais quand même faire le petit point là-dessus, le coach n'est pas censé traiter toutes les blessures. On va plutôt dire qu'on a un côté, «préhab», donc entre guillemets «éviter les blessures». Après moi, je me forme pas mal là-dessus aussi sur le côté kiné, donc gestion des tendinites, en plus comme, bah, toujours sur le côté expérience, comme j'en ai eu pas mal moi, à force de voir des kinés, bah, je sais comment traiter la majorité des choses. Déchirure, c'est un peu plus grave. Donc, bah, le chaud, le froid de manière générale sur des tendinites ou quoi, c'est pas spécialement conseillé parce qu'en fait, justement cette sensation de chaleur fait qu'on passe à la récupération. Sur une déchirure, ça serait plus le côté, antalgique dans le sens où on va plus sentir la douleur qui peut faire du bien, mais sur la récupération, ça va pas influencer tant que ça. Donc, c'est vrai que de ce que je sais en tout cas, le chaud, le froid, n'ont que peu d'influence sur la récupération et la régénération, musculaire ou tendineuse. Bah, on est dans la partie récupération, ça m'amène du coup à la fameuse question de l'alimentation et des compléments alimentaires. Hem, Qu'est-ce que tu préconises toi à tes élèves du coup, à ce niveau-là? Récup et alimentation? Est-ce que même Bah, ça fait partie de ton rôle de coach du coup? ça en fait partie selon les demandes. Il faut savoir que du coup, comme, bah, j'ai un peu toutes sortes de personnes, certains qui ont des rythmes de vie plus compliqués que d'autres. Donc, bah, ceux-là, tu peux pas leur dire: «Tu dors à telle heure», s'ils ont des travails de nuit, tu peux pas pareil, si tu as un enfant ou quoi, tu tu peux pas t'adapter, genre, tu es obligé de t'en occuper. De manière générale, ça reste quand même, les basiques, manger suffisamment de protéines, avoir ses macros, dormir suffisamment, essayer de dormir à la même heure. Après dans le street, on a quand même toujours ce petit truc-là, bah, je crois que c'était Junior qui en parlait, où on mange tout ce qu'on veut. En vrai, on est pas Ouais. très sérieux là-dessus, ça tourne au tacos, au McDo, au Burger King. Mais c'est vrai que avec l'expérience aussi, avec, le niveau qui augmente, quand on se rapproche des compètes, j'essaie de faire plus attention. On essaie d'être, bah, entre guillemets «plus en diète». Et puis un petit truc, qui peut jouer pas mal, c'est des micro-sèches, en fin de prépa aux alentours de 2-3 semaines avant la compète. Commencer à réduire un peu les glucides. Pas forcément du coup pour sécher dans un optique, de physique, de visuel, mais plus dans essayer de perdre 1 à 2, 3 kilos qui, sur l'endurance, peuvent faire une grosse différence sans pour autant avoir une perte de force, une perte de masse musculaire. Donc, voilà, des conseils basiques, et après pour les compléments, heu, le classique créatine toujours utile. Selon les douleurs ou quoi, collagène, oméga 3 ça peut être intéressant. Et puis, du coup, on en parlait sur, avoir ses macros, la whey, si on n'a pas assez de protéines par jour, reste quand même, utile. Surtout qu'on fait énormément de reps, donc faut essayer de récupérer, du mieux possible, en amenant, le nombre de protéines suffisantes Et par jour. du coup, tu te complémentes régulièrement ou tu fais des cures? Ça se passe comment? Du coup, moi, bon, ça dépend de la période de l'année, en vrai, parce que je suis pas forcément ultra sérieux là-dessus. Donc ça va être plus, à l'approche des compétitions, aux alentours de 2-3 mois avant, où je vais commencer à être, bah, plus sérieux, plus discipliné, à prendre, les compléments dont j'ai besoin. Donc au final, ça revient plus à être, sous forme de cure.
Et sinon, c'est quand je sens que j'ai des petites douleurs, des petites tensions, que je me dis: «Ah ouais, là, c'est peut-être parce qu'il me manque ça dans mon alimentation». Donc soit je vais essayer de le rajouter, soit je vais prendre le complément qui peut aider par rapport à ça. Typiquement, bah, les oméga 3 dont j'en parlais tout à l'heure, ça se trouve dans les poissons gras, dans les oléagineux. Donc ça, bon, bah, si tu en manges pas souvent, tu vois, faut acheter du saumon, de ce genre de choses. Ça peut être utile pour complémenter justement, bah, c'est le but. Mais donc voilà, si je sens qu'il y a des petites douleurs, des petites tensions, je vais essayer de régler ça, aussi, grâce à l'alimentation et aux compléments alimentaires. Et du coup pour tes élèves, bah, j'imagine que tu recommandes aussi des compléments du coup ou tu les laisses, Non, je les recommande pas directement. Plutôt si on me demande, si on me demande des conseils, bah, je j'hésiterai pas du coup à les donner, sur leur dire leur indiquer qu'est-ce qu'il faut plutôt prendre, pour quel type de choses, est-ce que ça peut vraiment être utile? Mais j'ai jamais été dire: «Ouais, non, là, il faudrait que tu prennes tel ou tel complément». Je pense qu'il y a pas besoin de ça pour progresser ou pour être fort. Si la personne en veut et en ressent «le besoin» entre guillemets, bah, il y a pas de souci pour la conseiller et la guider vers, les meilleures choses à faire et comment prendre ses compliments, comment faire pour que ça soit optimisé. Mais non, j'ai jamais dit, à quelqu'un de prendre des compliments pour tel ou tel truc. très bien. Bah, je voulais, partir là du coup sur la partie un peu plus, compète parce que j'en parlais au tout début dans l'introduction. C'est quoi qui t'a donné envie de faire de la compétition? Alors, de manière générale, je suis très compétiteur, donc vraiment, c'est depuis que je suis tout petit, 7 8 ans, j'aime ça. Comme je disais, j'ai fait 10 ans d'escalade, donc on va dire semi-haut niveau, où je faisais les championnats de La Réunion, où j'ai fait les championnats de France, quelques fois. Donc forcément, bah, c'est aussi la compétition, c'est kiffant. Donc vraiment, ouais, j'aime ça, on va dire, c'est vraiment la base. Le fait que j'y sois habitué aussi, je pense que quelqu'un forcément qui commence par le street, s'il a jamais fait d'autres sports avant, il a pas eu l'occasion de faire de compétition, peut-être qu'il a moins l'envie, peut-être il est un peu plus stressé par, faire une première compétition. Donc à ce côté-là, on va dire, background, sportif. Et après le street, honnêtement, quand j'ai commencé, bah, il y avait vraiment j'ai pas commencé tôt pourtant, j'ai commencé en 2020, c'était pas les années 2012-2013 où il y avait vraiment rien. Mais c'est vrai que dans ma tête, il y avait pas de compète de street, quoi. Enfin, il y avait à la limite, c'était des petits challenges entre potes, le but, c'était d'être meilleur que ceux sur ton parc. Quand je revenais à La Réunion, essayer d'être meilleur que Junior vu qu'il faisait, de l'endurance à l'époque. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, c'est ça, donc tu t'entraînes comme ça. Franchement, je m'entraînais vraiment parce que j'aimais ça, pour essayer de battre, de faire des PR, des PR au format, des PR max rep, d'être «impressionnant» entre guillemets, parce que tu as aussi ce côté-là quand tu compétites entre guillemets, enfin de manière générale, où, bah, tu as envie d'être fort, tu as envie de montrer Mmh, aux autres que c'est toi le meilleur. Donc tout à même sans fait. compétition, tu peux un peu le faire entre guillemets. Et puis, du coup, quand il y a eu les premières compétitions, où il y avait les sets de sélection typiquement, je voyais un peu les autres, bah, que je côtoyais pas forcément, mais que je voyais sur les réseaux, qui font le set, qui essayent. Je vois que j'ai des bons temps, je me dis: «Ah, en fait, je suis fort». Bon, du coup, ma première compète, j'avais le pec déchiré, mais je voyais le niveau des autres. Je savais que, ah, si j'étais en forme, enfin, si j'avais pu faire la compétition, j'aurais pu les battre et tout. Donc je me dis: «Ah, c'est pas mal». Et puis derrière, tout s'enchaîne assez vite. En vrai, honnêtement, à partir du moment où j'ai commencé les compétitions, j'ai plus ou moins gagné ou fait podium à chaque fois, et quel que soit le niveau. Donc, bah, ça s'est bien passé, j'ai continué à m'entraîner. On va dire que je suis resté constant, dans le top niveau français pour le moment, à partir du moment où j'ai commencé les compètes. C'était quoi du coup ta 1re compète? La fameuse avec le pec, Alors du coup, celle-là, c'était en mai 2022, il me semble, où c'était à Atlas Corporation, donc à Montgeron, à Paris, où actuellement, bah, il y a les championnats de France, c'est eux qui organisent, c'est eux qui ont créé la ligue de battle et cetera, donc qui participent énormément au développement du sport. Donc je considère pas vraiment ça comme ma première compète, étant donné que j'ai pas vraiment, enfin, j'ai participé, mais blessé et cetera. J'ai perdu directement au premier tour, contre, quelqu'un de très, très fort qui malheureusement n'est plus dans le circuit, donc je le connais plus, spécialement. Enfin, je le vois plus. Derrière, j'ai fait une petite compète à Lyon, qui était sous format, Mario Kart, dans le sens où on fait des tractions en force, en endurance de force et au PDC.
et chaque, format, on a un classement, qui va du premier jusqu'au dernier. Le premier gagne 15 points, le deuxième 12, le troisième 10, et cetera. Donc le but, c'est d'avoir le maximum de points sur, les 3 formats du même mouvement. Donc ça, j'avais fini, je crois, cinquième. Et puis après, du coup, les vraies compétitions, c'était, de nouveau à Montgeron, en duo, en battle duo, donc avec, Monster Jawara, sur Instagram pour ceux qui connaissent. On était en plus de 150 vu qu'ils prennent le poids cumulé des 2 athlètes, et là, on avait gagné, et voilà. Et aujourd'hui, cette année-là, tu as quoi comme, objectif de compète, prévu? Donc là, si on parle uniquement de 2025, il y a eu les championnats régionaux qui sont passés, il y a 2 petites semaines. Donc qui sont maintenant, qualificatifs pour les France. Donc le premier est qualifié, pour les championnats de France, donc c'est bon, j'ai ma qualification. Les Félicitations. championnats de France, du coup, merci. Les championnats de France qui vont suivre, les week-ends du 24 et 25 mai. Donc bah, là, c'est le focus principal. Et puis il y a le FIBO dans une douzaine de jours que j'aurais voulu faire, pour lequel j'avais un très bon temps. Honnêtement, je pense que j'aurais pu passer le premier tour, j'en suis presque sûr. Après, potentiellement, enfin, l'objectif pour moi aurait été d'être en demi-finale, ce qui est quand même très solide vu que, donc, pour ceux qui connaissent pas, le FIBO, c'est une compétition européenne slash mondiale. On va dire que c'est ouvert à tous, mais il y a presque que des athlètes européens qui y sont. Donc, je considère plus ça comme des championnats d'Europe, mais avec un très très gros niveau. Honnêtement, il y a tous les athlètes. Donc, pour ceux qui connaissent, Ravi, Sergio Di Pasquale, Mariani, les Français, Alexis, Flo. Et voilà, donc j'ai eu une petite, on va dire un problème de compréhension par rapport au règlement, heu, qui est un peu différent de celui en France, qui fait que j'ai pas pu être qualifié. Donc pas de FIBO pour moi cette année. Donc là, les France, et ça sera après on verra un peu ce qu'il y a, ensuite. Peut-être, à La Réunion en décembre si tu reviens une Olympian, War, non? En effet, si je suis là, bah, de toute façon, dès que je suis à La Réunion, c'est une compétition, je participe. Moi, il y a pas de débat, mais c'est plus c'est ça, c'est-à-dire que ce qu'il y aura pour le reste de l'année, je pense, c'est pas forcément prévu à l'avance. À la limite, le seul où j'ai l'information, ça va être en novembre, où il y a les battles mixtes, donc une nouveauté qu'il y a eu, l'année dernière, auquel j'ai déjà participé. Pareil avec un très, très bon niveau, donc je pense le refaire, et d'ici là, voir un peu les compètes qui sont proposées, qui seront de toute façon, entre guillemets, un peu moins importante d'un point de vue, prestige et compétitivité, et cetera. De toute façon, bah, il y a les championnats de France, donc c'est logique qu'il y ait pas mieux. Donc voilà, je verrai ce qui vient, et dès qu'il y a des compètes, des choses qui m'intéressent, j'irai, sans souci. Très bien. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des organisations qui proposent des compètes? Tu m'as cité juste avant, Atlas Corporation. Est-ce qu'il y en a d'autres ou c'est les principaux Alors, enfin, du coup, eux, c'est ceux qui, on va dire, ouvrent la voie, dans le sens où c'est eux qui organisent les championnats de France, qui ont créé les ligues, régionales. Mais à côté de ça, du coup, pour les aider, il y a toutes on va dire, plus petites associations qui sont là depuis certaines plus longtemps. On a Bordeaux, on a Street Working, du coup, à Lyon, il y a Annecy Street Even qui sont à Annecy, il y a Ravensbars, je connais pas forcément tous les noms, mais il y a la Squad maintenant aussi, vers la Normandie. Lift trainers qui sont plus dans le côté street lifting, toute la FNSL qui, pareil, s'associe avec des gens pour faire, les FNSL, Île-de-France, Sud-Est, Nord-Ouest, et cetera. Donc voilà, je connais pas forcément tous les noms. On va dire que c'est un peu la majorité, en fait, sont regroupés entre guillemets sous forme, d'association, dans le sens où, si on parle des battles, chaque, compétition battle va être, associée, du coup, bah, à la CIBL, donc la ligue de battle, avec, l'organisation qui gère la compétition sur place. Et pareil pour, le côté FNSL, où, entre guillemets, c'est la FNSL qui gère ça, mais du coup, ils sont en association avec, quelqu'un sur place dans la région qui vont gérer la compétition. Donc, on va dire que de manière générale, si on suit Atlas et on suit, FNSL, on a toutes les compétitions, la majorité des compétitions qu'on peut avoir dans l'année. et ça se passe comment du coup en termes de fédé? Est-ce que en endurance, street lifting, il y a une fédé nationale
ou pas du tout? C'est parce qu'en statique, c'est en gros n'importe qui crée un peu sa fédé, mais personne n'est rattaché, je veux dire, à la gymnastique ou au tennis, tu vois, par exemple. Ça fonctionne comment, du coup, en endurance et lifting? Donc, on a entre guillemets la FNSL pour le street lifting, qui est une fédération nationale mais pas française. C'est en fait et c'est pareil pour, les battles où on a la FNSWC, qui est la Fédération nationale de street workout et de calisthénie. Et du coup, les 2 sont des fédérations nationales, qui veut dire qu'elles essayent de regrouper, la France entière, mais qui ne sont pas françaises. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas, on n'a pas d'aide de l'État, c'est pas reconnu par l'État, en fait. Donc, le but à terme, j'imagine que c'est de devenir des fédérations françaises, comme, toutes celles qui existent déjà, sans forcément avoir à se rattacher à, du coup, une fédé de gym ou autre, ou une de toute façon, il y a pas de fédé de CrossFit. Mais donc voilà. Et après sur l'organisation elle-même, on essaye d'avoir des règles communes, justement essayer de rendre le sport plus professionnel avec, les bases qu'il y a dans tous les autres sports. Heu et donc forcément, à terme, comme je disais, essayer d'avoir la fédération française, mais c'est vrai qu'actuellement c'est pas reconnu. Ouais, très bien. J'avais noté une petite chose, comme je te disais en off. J'étais remonté sur tout ton profil Instagram, on est en plein dedans dans la partie compète. Tu as une expérience de juge aussi, j'ai vu que tu avais été juge pour la Swiss Battle Cup. En Est-ce que effet. tu peux nous parler de comment ça s'est fait? C'est cette première, ou je ne sais pas si c'est ta première expérience de juge, mais comment tu es rentré dans de l'autre côté, on va dire? Alors je pense que c'est ma première expérience de juge, en tout cas sur une compétition officielle. J'ai déjà dû juger par-ci par-là, de manière plus amicale. Et du coup, je connaissais l'organisateur, des championnats suisses, donc à travers une compétition qu'on avait fait à Annecy, étant donné que c'est pas très loin. Et du coup, tout simplement, il m'avait contacté pour savoir si je pouvais venir juger. Moi, c'était avec plaisir, donc c'est vrai qu'on se rend compte aussi du côté fatigant que ça a sur toute la journée, le côté, où on peut voir des no-reps, où il faut quand même communiquer avec l'athlète, où lui, il est dans son battle, il est dans son effort, il est dans son max rep et il faut lui faire comprendre qu'il doit faire attention à la forme de ses reps et cetera. Donc c'est assez intéressant de voir ce que les juges peuvent voir, de voir ce qu'ils peuvent entendre en face d'eux. Donc voilà, ça s'est tout simplement fait, ouais, par contact, moi tout de suite j'ai accepté, c'était avec plaisir, déjà pour voyager un petit peu honnêtement et puis, en même temps, c'est ça, vivre cette expérience, de l'autre côté et puis aider aussi parce que je trouve que c'est très important de justement comme le sport est en développement, mais n'est pas du tout structuré, essayer, d'aider autant que possible, que ce soit sur, le repartage d'événements, que ce soit sur participer aux compétitions pour, tout simplement faire vivre le sport, que ce soit du coup en tant qu'athlète, en tant qu'organisateur, en tant que juge. Voilà, essayer de participer au développement de manière générale. Également, je trouve que je le fais un peu plus dans, on va dire, dans l'ombre, où je retransmets mes idées. C'est pas du tout moi qui les impose, mais essayer de, voilà, de voir ce qui pourrait améliorer le sport, que ce soit en termes de règles, en termes d'organisation de manière générale. Euh, Trouver les choses qui sont bien pour le public, trouver les choses qui sont dans le sens impressionnantes à regarder, mais aussi stimulantes pour pas qu'ils s'ennuient, et tout en restant dans le respect de la tête et du sport de manière générale, donc pas se détacher de la base du street. Donc voilà, j'aime bien participer à tout ça. Mais, bah, je vais te poser du coup la même question que par rapport au coaching et athlète. Est-ce que pour toi, justement, pour être un bon juge en- dans ces disciplines-là, il faut forcément être athlète ou pas du tout? Alors là, au contraire, je pense qu'il y a vraiment pas besoin. Je pense par contre qu'il faut être formé, ça c'est clair. Typiquement, même moi en tant qu'athlète, le fait de juste venir et juger, je sentais que j'avais, des lacunes parce qu'en fait, des fois, tu te rends compte qu'il faut que tu regardes plusieurs endroits en même temps et cetera. Qu'il faut que tu comptes. Même si on était plusieurs, c'est assez compliqué quand tu pas l'habitude. Je dis pas non plus que c'est le truc le plus dur à faire, mais par contre, ouais, je pense qu'être formé sur quoi regarder, quelle liberté on laisse à l'athlète. Et il y a plein de petits détails, typiquement en battle, quand on doit utiliser des poids, il faut que les juges soient d'accord sur est-ce qu'on aide l'athlète à déplacer ses poids, à mettre ses poids, etc.
parce que si c'est pas le cas entre les 2, il y a vraiment une grande différence Mmh. dans l'effort, dans la gestion et cetera. Donc c'est tous ces petits trucs-là qui doivent plutôt être, donc gérés par l'organisation, pour former des juges et surtout que ces juges aient la même formation pour qu'une fois arrivés sur la compétition, le jugement soit le même, pour tout le monde. Typiquement en streetlifting, c'est moins un problème vu que les athlètes passent un par un, donc les juges peuvent être les mêmes, donc il y aura forcément pas de problème de jugement. Alors qu'en battle, comme on est en 1 contre 1 ou 2 contre 2, c'est pas les mêmes personnes qui jugent les deux athlètes et donc, il faut forcément que ces 2 juges, enfin même plutôt 2 groupes de juges, soient raccords sur ce qu'ils laissent faire, sur, ce qu'ils aident aussi et sur comment ils gèrent un battle. Donc honnêtement, vraiment pas besoin d'être athlète, mais faut avoir, une formation cohérente et surtout, ensemble, dans le but d'avoir quelque chose d'impartial. Très bien. Et est-ce que dans l'endurance et street lifting, il y a des organismes justement qui proposent des formations ou ça se fait plutôt sur le tas? Il y a un peu les 2. Je pense que pour les compètes un peu plus mineures, ça se fait un peu sur le tas, où je vais pas dire on prend qui est disponible, mais on prend des gens, plutôt des athlètes du coup, qui quand même connaissent bien le règlement, même s'ils ont pas forcément toujours l'œil ou quoi pour toujours l'appliquer, mais qui au moins ils ont vraiment la base, il y a pas besoin de leur redire quoi faire, et cetera. Et pour les compètes plus importantes, typiquement, je sais qu'Atlas, ils forment, leurs juges et ils font régulièrement des réunions pré-compétition pour être sûr que tout le monde est vraiment sur le même point. Et FNSL, je sais pas exactement comment ils gèrent ça, mais je sais qu'ils ont des juges quand même qui sont là à la majorité des événements et qui sont censés bien gérer. Après, pareil que pour les battles, typiquement les only, donc les only dips, only squat, only muscle up, etc. Ils ont des juges qui sont un peu plus sur le tas, où c'est des athlètes et qui connaissent le règlement et qui essayent de l'appliquer. Et voilà. Mais je pense que en tout cas, les battles, je sais que les juges sont, pour les événements importants, sont formés. Pour la FNSL, je suis un peu moins au courant. Toi, est-ce que tu aimerais réitérer du coup l'expérience de juge ou tu veux te concentrer plus sur la partie athlète pour le moment? Ça dépend du timing, du coup. Je pense que si c'est loin des compétitions, si ça me bloque pas dans mon entraînement, si ça me bloque pas dans ma récupération, dans ma vie perso ou quoi, c'est jamais un souci de venir aider. Après, je me vois pas entre guillemets «juge» à long terme dans le sens, vraiment être sur toutes les compétitions, juger et cetera. C'est plus pour donner un coup de main, pour représenter le sport et cetera. Mais non, non, je reste totalement du côté athlète pour le moment et même le côté coach reste derrière le côté athlète. Est-ce que du coup, durant tes prépas pour une compète, je sais pas combien de temps ça dure, mais est-ce que tu as déjà eu l'impression de stagner pendant tes prépas compètes? Et si oui, comment tu as fait pour te remettre en selle? Alors, du coup, c'est une bonne question parce que moi, c'est quelque chose qui me touche pas mal, on va dire, dans le sens où j'ai ah ouais, enfin, avec le temps, je me suis rendu compte que j'ai peu de périodes dans l'année où je suis vraiment à mon top niveau. Et donc pendant toutes ces périodes-là, c'est vrai que, j'ai juste à regarder mon top niveau d'il y a 1 ou 2 ans et je suis régulièrement en dessous, en fait. Ce qui est vraiment assez dur mentalement, te dire tu as l'impression que tu progresses pas, en fait. Mais par contre, pendant mes prépas compètes où j'ai beaucoup plus d'intensité, où je sais que Ah, ça a c'est bugué. important, Hmm. là, je progresse, ça a jamais été un Ah, problème. punaise. Donc Allô? alors attends, j'attends que Allô, ça se allô, allô? reconnecte, j'imagine, si tu Ah, m'entends punaise, plus. il y a un bug de connexion. Pop, pop, pop. Va falloir faire un cut. On va couper, on va se mettre en 4G. Euh, Est-ce que ça a reconnecté ou pas? Est-ce que ça a reconnecté? Allô, 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 allô? Ah, punaise, le réseau, qu'est-ce qui se passe là? Allô? Ouais, allô, ça Ouais, remarche? ouais, ouais, bah, je me suis mis en 4G parce que mon Wi-Fi a planté. Bon, je crois que ça s'était coupé là où tu disais que tu étais souvent
en décalage en fait entre, ton top niveau entre il y a 1 et 2 ans en fait et que tu étais souvent, démotivé? Alors, démotivé, non, mais C'est où pas c'est t'as l'impression que c'est dur de progresser et en fait, c'est aussi le côté, dur mentalement des battles, c'est que comme je te disais tout à l'heure, comme il y a énormément de choses à travailler et qu'il faut progresser sur énormément d'aspects, s quand tu progresses sur certains, bah, tu stagnes sur d'autres et du coup, quand tu reviens sur ces aspects-là, tu te dis: «Mais j'ai pas progressé» et il faut avoir ce côté-là de prendre du recul et se dire: «OK, peut-être sur le lesté, je suis moins fort, peut-être sur le 1RM, ma progression elle est pas bonne. Mais est-ce que sur les battles ça a eu un impact? OK. Est-ce que mon endurance a été meilleure? OK» et donc c'est voir le côté positif, enfin plutôt le tout ce que tu as fait ailleurs pendant que, entre guillemets, «tu stagnais» sur ce point-là et aussi se rendre compte que, bah, forcément la progression elle est pas linéaire, à partir d'un certain moment et que justement arriver à avoir des pics de performance dans l'année, c'est ce qui fait qu'on est un bon athlète, je pense. Parce que c'est bien d'être, imaginons on considère la force, enfin un niveau sur 100, OK, c'est pas mal d'être à 80 sur 100 toute l'année, mais honnêtement, je préfère être à 60 sur 100 8 mois et les 4 mois où il y a des compétitions, être à 100 sur 100. Parce que je serai plus fort que toi le jour J, en fait. C'est-à-dire que, OK, tu es plus fort que moi à l'entraînement si tu veux, mais le jour J, je suis meilleur et c'est ce qui compte. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté-là aussi où faut peut-être le prendre limite comme un avantage, se dire que, OK, on est capable de mettre, les efforts au bon moment quand ça compte et est capable de lever son niveau à ce moment-là. Et puis après, quand du coup c'est un peu plus compliqué, j'essaie de vraiment repartir sur les bases, sur des formats qui ont déjà fonctionné, sur, prendre le temps, donc prendre peut-être, 2 blocs, c'est-à-dire environ 3 mois cumulés où tu es toujours sur ces mêmes formats, où là tu as le temps de voir la progression qui revient, te sentir plus à l'aise et voilà, la majorité du temps ça revient. Et puis, bah, juste là, dernièrement, j'ai expérimenté quelque chose de très étrange. Enfin, c'est pas dernièrement, ça date de juillet dernier, où donc je suis arrivé à La Réunion, j'étais vraiment bien. J'étais à mon niveau normal, mais voilà. Et j'ai enchaîné 2 compétitions. À partir de là, mon niveau en traction a disparu. Mais je me suis dit: «Bon, c'est le nerveux, je vais récupérer et tout». Et même aujourd'hui, j'ai toujours pas récupéré mon niveau, de il y a, bah, 8 à 10 mois. Et je ne sais pas comment ça se fait, je ne sais pas comment ça a pu disparaître du jour au lendemain, où vraiment il y a eu une diminution, que ce soit enfin vrai plus au PDC, mais que ce soit sur les formats, donc avec des temps de repos courts où, bah, j'étais moins à l'aise. Sur, des sets sur barre typiquement, bah, 2 semaines avant, je faisais 30 tractions à muscle up, vraiment en facilité, en détente, il y a pas de souci et bah, à partir de là, 30 tractions limite à one shot, c'était devenu dur. Et donc, tu as ce côté-là où ça, par contre, je sais pas comment c'est arrivé. J'essaie de travailler dessus pour revenir, ça revient petit à petit. Honnêtement, là, je sens que je suis en train de redébloquer, mon niveau. Mais là, par contre, ouais, c'est quelque chose d'assez dur à vivre. Tu me dis, parce que, bah, tu dans l'incompréhension, tu sais pas d'où ça vient, tu sais pas comment régler le problème. J'ai toujours pas la solution, à part, bah, comme je disais, essayer de revenir aux bases, faire ce qu'il faut. En fait, juste se faire confiance, enfin, faire confiance au processus dans le sens, peut-être il y a eu un truc bizarre, mais tant que tu fais les formats qui fonctionnent, tant que tu mets l'intensité là où elle doit être, à un moment, tu vas progresser. Et même si, imaginons, tu as vraiment régressé, bah, OK, tu reprogresses, tu retournes à si tu as été capable d'aller là une fois, tu peux y retourner une deuxième, on va dire. Ouais. Et donc voilà, la constance. Ouais, bah, je comprends totalement que tu sois frustré par rapport à l'attraction quand tu comprends pas ce qui se passe, que tu mets Ouais. tout, mais du coup tu as dit que tu as repris la partie, basse, tu refais ce que tu sais déjà faire pour revenir là où tu étais avant et niveau mental, tu tu fais comment du coup? Est-ce que tu fais de la prépa ou tu as des techniques, des trucs, des façons de te parler qui t'aident à te remettre et à continuer à être constant, à te remettre dans un certain niveau de traction, on va dire. Du coup, je pense que le côté prépa mentale, déjà, c'est quelque chose qui m'intéresse, mais que je fais pas du tout. Mais pareil, tu vois, typiquement, c'est comme la nutrition. Je pense qu'à long terme, pour être vraiment fort, bah, comme, tout sportif de niveau, faut être sérieux là-dessus. Donc, petit à petit, essayer de l'intégrer. Typiquement, je sais que Corentin Jardineau, bah, lui, il fait beaucoup de ça. Donc, à terme, pourquoi pas en discuter avec lui, sachant que, bah, je le connais bien, pour, heu, pour voir ce qu'il pourrait me proposer et essayer de travailler cet aspect-là. Donc ça, c'est en entraînement, on va dire, où j'ai pas spécialement de travail
sur le mental. Par contre, en compétition, j'arrive très, très bien à me mettre dans un mode, compétition tout simplement, où je sens que je je repousse mes limites, je suis plus fort qu'à l'entraînement. Heu, et là, du coup, les petits trucs un peu que je fais, c'est me mettre dans ma bulle, me mettre à part, souvent mettre de la musique, m'imaginer des scénarios, on va dire, essayer d'être concentré et puis il y a un peu ce côté, exacerbé dans le sens où tu as envie de battre ton adversaire, mais là, tu te dis: «Tu vas le détruire» et tu essaies de pousser entre guillemets, pas une haine de la personne, mais une domination. Où tu te dis: «Tu pas le droit, tu es là, tu vas pas juste gagner, tu vas dominer» et donc tous ces petits trucs-là qui font que j'arrive à bien me mettre dans le mood qu'il faut pour les compétitions et où je sens que ça a une vraie influence sur, comment se déroulent mes battles. Et sur la partie musique, je voulais revenir là-dessus. Quand tu fais ton set, au moment du set, tu as le droit d'avoir des écouteurs parce que dans certaines disciplines, je sais que c'est considéré comme du dopage et donc t'as pas le droit de, tu vois. Là, t'as pas le droit non plus. Déjà, ouais, je pense que c'est un peu pour une question de dopage et c'est aussi pour une question de règlement dans le sens où, comme les juges te donnent les indications, ça dépend des écouteurs, des casques forcément, mais tu peux pas toujours entendre et cetera, mais de manière générale, enfin, de toute façon, c'est interdit, donc il y a pas de débat là-dessus. Très bien. Je voulais qu'on parte un petit peu là aussi sur la partie réseaux sociaux. C'est une rubrique que je commence à intégrer un petit peu parce que ça fait partie de notre quotidien et c'est de plus en plus présent. Euh, comment tu gères les réseaux sociaux? Est-ce que déjà ça t'apporte du stress ou du positif? C'est quoi ton approche vis-à-vis de cet outil-là? Alors moi, du coup, j'ai jamais été trop réseaux sociaux, donc typiquement, mon compte Insta, je l'ai ouvert qu'en 2020, uniquement pour le street, j'avais pas Insta avant. Donc c'est vrai que j'ai eu cette approche-là tout de suite de me dire: «Bon, j'ai jamais eu de compte Insta, vas-y, je vais en ouvrir un et je vais juste poster du street dessus, voir un peu, entre guillemets, «l'évolution» d'un mec qui commence dans le sport». Voir, avoir un peu des souvenirs de par où je suis passé et cetera. Puis s'il y a des gens qui veulent, regarder ça, ils regardent. Au final, ça s'est développé petit à petit, mais c'est vrai que j'ai jamais cherché ce développement-là, jusqu'à maintenant, on va dire. Et c'est vrai que là, maintenant, depuis, quelques semaines où je me dis, j'aimerais vraiment être dans le coaching à temps plein. Forcément, il y a cet aspect-là qui est assez important. Donc j'essaye d'y réfléchir d'une manière un peu plus professionnelle, c'est-à-dire avoir du contenu à poster, essayer de poster régulièrement et cetera. Donc là, typiquement, j'essaie de noter des idées et voilà. Alors qu'il y a, juste quelques mois, typiquement, si j'avais pas de perf, que j'avais rien à poster, ça me dérangeait pas de rien mettre pendant des mois et des mois parce que, le but était pas là. Le but, c'était juste de Mhm. poster des choses, quand j'en avais envie, quand j'avais des perfs, de partager un peu. Et là, donc c'est quand même un but un peu plus instructif et puis aussi, entre guillemets, de faire la publicité de mon coaching, même si c'est pas forcément ça la priorité, mais ça en fait partie, on va dire. Et donc, après niveau stress, pas spécialement, pas encore, niveau importance, j'y attache pas trop d'importance non plus. Heu, voilà, j'ai pas plus de choses à dire que ça là-dessus. Mais c'est vrai que j'aimerais bien retrouver ce côté, mettre un peu plus de choses, sans que ce soit forcément des performances, juste pour partager, un peu le côté évolution, comment tu gères les choses et cetera. Et rajouter à ça, quelque chose que je faisais jamais avant, du contenu un peu plus, pédagogique, on va dire, que ce soit, spécifique au battle potentiellement, donc des choses typiquement, comment s'échauffer spécifiquement pour ça, vu que c'est assez demandant, comment gérer un côté tactique, comment penser un set et cetera. Et puis même de manière plus générale, vu que je coach aussi en street lifting, sur des petites techniques en street lifting, des petits tips pour optimiser, de la programmation, enfin un peu de tout, mais me diversifier un peu plus. Très bien. Et est-ce que tu as déjà eu un conflit entre l'image entre ce que tu montres sur les réseaux sociaux et la réalité? Je te donne un exemple. Bon, aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui postent des choses et c'est pas forcément toujours vrai ou qui veulent poster juste pour se mousser ou etc. Ce genre de choses. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé quelque chose comme ça? Un conflit entre. Entre moi et les réseaux. Ouais, entre toi et les réseaux, on va dire.
Honnêtement, je pense pas. Je pense que je suis plutôt vrai sur enfin, en tout cas, je poste, il y a pas de montage, il y a pas de mensonge sur ce que je mets. Heu Et puis au-delà de ça, comme je parle pas plus de ça que moi, il y a pas non plus de conflit entre ce que je pense vraiment et ce que je dis. Voilà. Je pense que le seul truc, auquel je fais pas spécialement attention, qui existe peu quand même et auquel je pourrais être plus attentif, c'est que j'ai un côté où vraiment je rigole de beaucoup de choses avec beaucoup de gens, avec beaucoup de second degré, mais du coup avec des vannes qui sont, on va dire, assez méchantes, avec un ton qui est, un peu ou on va dire, sarcastique et cetera et qui du coup, en personnel, les gens savent que c'est de l'humour, mais potentiellement on peut me voir comme quelqu'un qui a justement pas cette ouverture aux gens et cetera. Donc voilà, c'est juste, sur cette côté représentation, mais sinon sur ce que je dis, sur ce que je poste, je suis assez vrai, je me casse pas trop la tête, là-dessus. Très bien. Et Bah, et ouais, je me permets de rajouter aussi, vas-y. je sais qu'il y a des gens qui ont une image sur les réseaux, enfin qui se créent une image et volontairement. Bah, je pense typiquement à Dawei, où c'est son côté marketing et cetera et donc ça pareil, je l'ai pas non plus, c'est pas spécialement une intention de me créer un personnage, et cetera. Après à voir à long terme si j'ai l'impression que c'est intéressant, que ça pour m'en détacher ou d'un point de vue public. Mais Tu me parles de long terme. Bah justement, où est-ce que tu te vois dans 5 ans dans la discipline? dans 5 ans, honnêtement, donc je pense que bah, j'aurais continué. J'aimerais être champion du monde, entre guillemets. Je pense que les compétitions vont beaucoup évoluer. Juste à voir entre 2022 et maintenant, c'est vraiment fou la différence qu'il y a. Donc c'est dur de se projeter en termes de compétition, mais on va dire que l'idéal, ça serait de participer aux compétitions internationales et puis de gagner celles qui ont le plus de prestige. En tout cas, être vraiment reconnu comme l'un des top athlètes mondiaux ou juste européens, étant donné que nous, on a vraiment plus ce prisme européen. Et puis, d'un point de vue, on va dire, espoir, j'aimerais bien que le sport ait pu se développer suffisamment pour pouvoir en vivre. Alors pas forcément vivre uniquement des compétitions, mais qu'il y ait quand même des sponsors, qu'il y ait des cash prizes un peu plus importants, que du coup comme le sport est plus connu, l'accès au coaching est plus simple, et cetera. Donc un peu de tout se faire sans là, heu, d'un point de vue athlète et puis d'un point de vue coach, potentiellement, avoir monté une structure avec, plusieurs coachs pour essayer de garder cet esprit que j'ai et ma vision sur, comment gérer une prépa, comment gérer, cet aspect-là spécifique, que j'ai envie on va dire de former des gens à ce niveau-là et pouvoir, coacher encore plus de gens par, l'intermédiaire, de coachs que j'aurais «formés à ma méthode» entre guillemets, même si c'est pas poussé au point que c'est une méthode, mais dans le sens où une vision des choses, voilà, on va dire. Une vision des choses, comment Transmission. structurer certaines voilà. Ou Et bah, travailler avec plusieurs acteurs, typiquement des kinés, heu, des coachs mentaux, des nutritionnistes. Voilà, essayer de faire évoluer un peu plus le sport, faire un peu plus et faire évoluer un peu plus la qualité de l'accompagnement et essayer d'accompagner des athlètes également au plus haut niveau, même si c'est déjà le cas aujourd'hui, mais du coup dans un sport qui serait plus professionnalisé. si on veut se faire accompagner justement par toi, bah, je vois que t'as prouvé de nombreuses reprises hein, en gagnant tes compétitions, t'es expérimenté, tu vois un long terme. Si quelqu'un il veut se faire coacher par toi, comment, comment il faut faire? Instagram, Ouais, Instagram, en vrai, simple, efficace. Petit DM, après on en discute, on s'appelle, il y a pas de souci. Pareil là-dessus, tu vois, je vais essayer potentiellement de me professionnaliser, peut-être comme certains font, avoir un Google Sheet, un Google Doc pour remplir des informations et tout. Mais c'est vrai que j'aime bien ce côté contact humain où la personne, elle a un problème, elle a une envie de progresser, elle a un objectif, bah, viens, on en discute, je vois un peu où t'en es, et puis on y va, quoi, c'est parti. La majorité du temps, ça se passe comme ça. Euh, Comme je disais, si on revient vite fait là-dessus, le côté s'adapter. Donc c'est vrai que moi, dans les questions que j'ai, c'est vraiment combien de fois tu peux t'entraîner par semaine, combien de temps tu peux t'entraîner par semaine, quelle gêne ou douleur tu as pu avoir. Et ça, c'est un peu la base. C'est-à-dire qu'avant même de dire, OK, il doit progresser là-dessus ou quoi,
bah, c'est quoi son profil à lui? Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Quel exercice spécifique il faut lui mettre pour régler ses problèmes, on va dire, avant même qu'il puisse s'entraîner. Puis une fois qu'on a tout ça, bah, on est parti sur des choses, un peu plus générales, mais qui restent très très personnalisées en fonction des points forts, des points faibles, des voilà. Et Donc ouais, par tu, en termes l'installation. de coacher, tu arrives à avoir combien d'élèves en même temps sur, on va dire, un mois ou sur une Là, bah, période de donnée? manière générale, je suis à une quinzaine. Donc comme je disais, je pense que l'objectif, ça serait d'avoir une trentaine. Je pense que j'ai à temps plein, j'aurai largement le temps. Voilà, donc ouais, 30 à 40 coachés, peut-être pas 40, mais une trentaine, qui sont sérieux, qui ont envie de rester, suffisamment longtemps, avec qui j'ai un bon lien et tout, ça serait l'objectif. Mais voilà, je tournais à une quinzaine à peu près. Très bien. Je pense qu'on a fait un peu le tour des rubriques principales. Là, j'aimerais qu'on parle un petit peu plus du futur. Là, je te posais la Allez. question, où est-ce que tu te vois dans 5 ans? On va parler un peu plus de futur et de la communauté. J'ai mes questions là sous les yeux, juste à côté. Si tu voulais voir quelque chose en particulier changer dans la communauté en France et en métropole, en France, en France métropolitaine et à La Réunion, ce serait quoi? C'est-à-dire d'un point de vue mental, d'un point de vue réglementaire, Ça enfin. peut être un peu n'importe quoi, vu que tu as quand même une certaine expérience. Ouais, d'un point de vue réglementaire, est-ce que tu trouves que il y a tel aspect de la mentalité qui est peut-être meilleur en France, peut-être meilleur en métropole, et tu penses que ça pourrait bénéficier positivement à la communauté? Ça peut être vraiment n'importe quoi. Mmh. Je pense que ce que j'aimerais bien voir changer, c'est quand même parce que typiquement, je pense qu'on a énormément de gens qui font du street, énormément, j'abuse, mais tu regardes les gens qui sont abonnés, à Baki, Ludo, Flomac et cetera, ils sont Mm. à 40 000, 50 000 et ces gens-là, on voit pas 40 000, 50 000 personnes qui s'inscrivent aux compètes, vraiment pas. Donc ça serait essayer d'aller plus chercher ces pratiquants qui sont plus débutants, plus, intermédiaires, heu, créer du lien entre eux, potentiellement par l'intermédiaire de clubs, et cetera ou de «coaching en groupe» entre guillemets. Mais, même si ça serait pas le but du coaching, mais c'est plus les rassembler, leur montrer qu'il y a des compétitions parce que je pense que typiquement même sur Lyon, là on avait une compétition qui était au Palais des Sports, donc qui est quand même un endroit, assez connu, où il faut payer assez cher pour avoir l'emplacement et cetera. Et je pense que la majorité des gens qui s'entraînent sur les quais, ils avaient aucune idée qu'il y avait une compétition là-bas. Donc ouais, sur le côté, plus, rallier les gens qui sont loin du haut niveau, pour, qui soient là en tant que spectateurs et qui puissent eux-mêmes penser y aller. Et voilà. Après sur, le côté, on va aller sur un petit côté utopique, mais ça arrivera pas je pense. Ça serait, que le streetlifting soit sans équipement et avec un petit, coefficient par mouvement ou en tout cas une manière de faire que le squat soit aussi important que le muscle up et que ça soit pas, juste au total. Très bien. Tu parles de sans équipement pour le street lifting. Ouais. Comment ce serait possible du coup de soulever des poids alors sans ceinture, sans poids entre les jambes? Ah je parle que de la ceinture et des Ça, enfin voilà, ça je vais pas m'interpelle, tu vois? non, on va dire que je sais que enfin, je pense que ça fait totalement partie du business et du côté économique qui est assez intéressant, et c'est assez nécessaire justement pour faire vivre un sport, il faut que de l'argent rentre. Mais, c'est vrai que le côté avoir des coudières, des genouillères, et cetera, c'est voilà, la ceinture, les chaussures de squat et tout, ça s'éloigne un peu du sport, comme il était, on va dire, il y a quelques années. Heu D'un point de vue, du coup, compétitif, c'est pas un problème vu que tout le monde a les mêmes droits. Mais c'est vrai que d'un point de vue spectateur totalement personnel d'ailleurs, c'est dans ma mentalité où, bah, c'est un peu la street. C'est-à-dire que c'est vrai, maintenant on s'entraîne dans des salles et tout. Même moi, ça me déplaît typiquement. Je le fais plus parce que c'est l'hiver et parce que j'ai pas accès au poids, mais quand je suis à La Réunion, que j'ai ma voiture et les poids que je peux mettre dedans, même en street lifting, je m'entraîne dehors et c'est pas rare que je fasse des dips à 80-90 kilos en extérieur. Bon, après, pour squatter, c'est encore plus compliqué. Mmh. Mais c'est vrai que j'aime bien ce côté vraiment, on est là, on est en short, on est pieds nus et on fait ce qu'il y a à faire et voilà, on est solide.
forcément ça s'en éloigne un peu. Je dis pas qu'il faut que ça change de direction, mais je dis juste que d'un point de vue personnel, c'est ça m'intéresse un peu moins. Garder plus un côté, on va dire, retour aux sources, quoi, entre guillemets. Ouais, on va dire être forte sous n'importe quelle condition. Voilà, pas avoir besoin de son petit confort pour être capable de performer. Ouais, pas des coups d'hier de partout, de ceci, de la magne C'est de ça. partout. Très bien. Tout à l'heure, tu parlais de coaching, éventuellement de structure et même de réseaux sociaux. Est-ce que tu envisages une autre façon de transmettre tes connaissances? Oui, alors, c'est forcément, c'est un peu copié des modèles actuels dans les autres sports, mais avec les salles de street qui s'ouvrent de plus en plus en France, donc c'est vrai que Paris, c'est quelque chose qui a 1 ou 2 ans, il me semble qu'il y avait une salle sur Paris, mais moi, j'étais pas au courant typiquement. Mais c'est vrai que le business des salles, commence à fleurir, que ce soit, en Normandie avec, Asgard, que ce soit du coup à Lyon avec Street Working qui va bientôt ouvrir, il y a même d'autres salles pas trop loin. Ça va forcément du coup, avoir ce côté, axé simplifié, à la communauté. Donc comme je disais sur, bah, les athlètes qui s'entraînent un peu dehors, qui sont un peu plus éloignés de ça, qui s'entraînent peut-être 2 3 fois semaine, qui font, bah, des tractions, des dips pour le plaisir. Déjà, ils auront un point de repère et du coup, je pense qu'il faut profiter de ce point de repère pour les amener à ça. Donc vraiment sous un principe plus de club, avec des horaires, cadrés, avec, voilà, un mec qui s'y connaît, qui va gérer leur entraînement, et puis, en fonction des demandes, soit être plus sur un côté loisir, juste progresser pour soi ou plus, sur un côté, compétitif, performance, aller en compétition. Mais donc être plus dans retourner sur ce modèle, un peu plus actuel qui est en présentiel et vraiment en groupe, comme un club, c'est lier aussi les gens entre eux. Parce que, bah, c'est vrai, en fait, on le voit typiquement, hein, quand on est à la salle, on s'entraîne avec des gens, on discute avec eux, on les voit tout le temps et tout. Mais si en plus de ça, on a un espace qui est vraiment dédié à ça, ça peut être intéressant, je pense. Et actuellement, du coup, tes élèves, c'est du présentiel ou c'est du distanciel? Uniquement du distanciel. Enfin, je dis uniquement, les gens que je coach sur Lyon, bah, je les vois souvent en présentiel, donc c'est pas vraiment du coaching, mais on va dire que je peux leur faire plus de retours en direct. Honnêtement, je sens vraiment la différence quand même entre, uniquement du distanciel et où tu peux voir les gens, régulièrement. Les les conseils que tu peux apporter, le lien que tu peux avoir et tout, forcément, il est renforcé. Donc tu sens que c'est plus efficace. Mais ouais, moi, je fais du distanciel. Donc c'est vrai Distanciel. qu'avoir ce côté-là présentiel, avec, quelques horaires et cetera, ça peut être quelque chose d'intéressant, je pense. Très bien. Pour continuer sur cette partie future, quel conseil t'aurais à donner à la nouvelle génération là qui arrive, ceux qui ont envie de débuter, qui osent pas forcément, ou ceux qui ont débuté, qui manquent de connaissances et qui peut-être vont trop vite? Qu'est-ce que tu aurais à leur dire justement pour qu'ils fassent pas les mêmes erreurs que toi? De manière générale, c'est un peu basique, hein, mais ça serait, vraiment travailler, bah, ses bases et avoir, les minima. Heu, Là encore une fois, bah, je vais parler du street lifting, même si je suis pas totalement dedans. C'est le côté où tu as des athlètes qui commencent le street lifting avec, bah, des tractions à 5 10 kilos et on est beaucoup à dire: «Faites d'abord du PDC. Si vous avez 20 25 tractions, vous allez avoir une traction à 30 40 kilos. Une fois que tu as ça, là, tu peux commencer». C'est pas une obligation, mais limite le chemin il est encore plus rapide en passant par le poids du corps et il va plus te renforcer, tu vas faire plus de répétitions, tu auras des meilleurs schémas moteurs et cetera. Tu vas être plus à l'aise avec ton corps et c'est un peu la base au départ. Donc ça c'est pour le côté street lifting et de manière générale, c'est pour, ouais, prendre le temps, se faire plaisir, franchement trouver un format qui plaît, heu, s'entraîner dessus régulièrement et ce que je dirais peut-être à un débutant et auquel ils font le moins attention, c'est partir un peu plus bas que leur niveau actuel et puis essayer de monter le plus possible et puis quand ça bloque un peu, hop, petite semaine de déload, on repart un tout petit peu plus bas, on remonte enfin, plus bas que là où on était, mais plus haut que là où on a commencé. On essaye de reprendre donc là, c'est le principe de surcharge progressive, en fait, mais qui est peu mis en place dans l'endurance en soi et qui, je pense, peut en faire progresser, plus d'un. Donc vraiment, voilà, pas se presser, prendre le temps, se faire plaisir avant tout. Je pense que le street est un sport très difficile, honnêtement, enfin les battles encore plus. Heu, il y avait je crois que c'était Aubin qui en parlait il y a pas longtemps, bah, dans un podcast où il disait un peu entre le côté SBD, street lifting et l'haltéro.
il disait que forcément le power c'est le plus accessible, n'importe qui peut en faire honnêtement. Enfin, presque n'importe qui, tu vois. On va dire que le plus dur, ça serait de développer coucher une barre à 20 kilos, ce qui n'est pas forcément accessible à tout le monde, mais c'est quand même accessible à énormément de gens. Après, on passe au street lifting, où là, il y a le côté muscle up, qui déjà élimine beaucoup, beaucoup de gens, c'est très, très dur. D'autant plus qu'il faut le faire lesté. Et puis après, on passe à l'haltéro, où il y a quand même plus un côté technique, etc. Et je pense que là-dedans, le street en battle se place très haut aussi, parce que du coup, il y a aussi ce côté savoir faire un muscle up. Il y a ce côté complet, où il faut arriver à faire du lesté, de l'endurance, avoir un cardio qui est solide, euh, arriver à faire des muscle up sous fatigue potentiellement. Donc voilà, je pense que c'est assez long avant de pouvoir prendre du plaisir dans le street. Enfin, pas prendre du plaisir, mais avoir un niveau où tu te dis, vas-y, je peux me faire plaisir. Je pense que c'est pas étonnant si quelqu'un il prend un an avant, il fait des tractions, des dips, des pompes, il fait des formats, des pyramides, des EMOM, et il fait quelques muscle-up par-ci par-là, mais avant d'avoir le muscle-up solide qui lui permettra de faire des sets sur barre, enfin, de s'ouvrir une nouvelle porte dans le monde du street, tout simplement. Ça prend un peu de temps, et après, une fois que il a ça, il pourra se faire un peu plus plaisir et tout. On va dire d'un point de vue uniquement compétitif, d'un point de vue personnel, tu peux te faire plaisir qu'avec avec des pompes et des tractions, je pense, si t'aimes bien ça. Avec des petits circuits, des petits trucs. Il y a de tout qui est adapté à tout niveau en fait. Mais comment dire, si on compare à ce que nous on fait dans les compétitions, là c'est dur à atteindre. Voilà. Très bien. Il faut pas oublier aussi, du coup, pour ceux qui débutent, s'ils peuvent se le permettre, le petit coaching avec Clément. Bien sûr, La je page le de dis pas, pub. mais La non, oui, si je peux rebondir là-dessus, je pense qu'il y a deux moments où c'est important de prendre un coach. C'est quand on débute, pour avoir vraiment les bases, avoir des bonnes fondations tout de suite, pas se blesser, pas faire n'importe quoi. Et c'est quand on devient fort et où là, il faut quelqu'un qui est plus compétent en termes de connaissances pour continuer à faire progresser. Mais quelqu'un qui est intermédiaire, honnêtement, hein, qui est peut-être avec deux trois muscle-up qui sont jolis, avec une vingtaine, 25 tractions, avec des dips, enfin qui est solide, mais qui est intermédiaire. Honnêtement, hein, s'il a envie, il peut continuer tout seul. Parce qu'il a les bases et il a un niveau qui est suffisamment loin de son niveau max pour continuer à progresser. Donc ça veut dire il progressera plus vite avec un coach, mais c'est vraiment le niveau où tu peux te faire plaisir tout seul. Et s'il y avait un choix, ça serait vraiment quand tu as envie de devenir très très fort ou quand tu débutes, là, prends un coach, ça sera plus efficace pour toi, plus rapide, pas de blessure, pas de problème et tout. C'est le plus simple. J'anticipe directement les remarques que les gens vont se faire à eux-mêmes ou directement dans les commentaires du podcast par rapport au coaching. Qu'est-ce que tu aurais à dire à certaines personnes qui pourraient se plaindre notamment du prix? Parce que je sais que c'est le cas de pas mal de gens qui veulent débuter, qui se disent, ah, je veux me faire coacher, mais je vois le prix et bah en fait c'est trop cher. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les rassurer justement? Ah ça, c'est une question complexe parce que je vais partir de mon postulat à moi où j'ai commencé le coaching par plaisir uniquement, dans le sens où je me destinais pas à ça. Comme je disais, je partais pour faire enseignant de PS. Donc j'ai commencé à coacher pour le plaisir et justement j'avais cette problématique autour de moi où le prix des coachings était assez cher. Donc je me suis dit, moi comme je le fais pas pour gagner ma vie, je vais pas le faire cher, je vais le faire à 40-50 € le mois. Ça va être réglé. Mais c'est vrai que là, quand tu arrives dans un moment où tu veux vivre de ça, le problème c'est que en termes d'heures que tu investis, le rendement horaire est pas si haut que ça. En fait, il faut se dire que pour une personne, créer sa prog, ça va prendre à peu près 2 heures. Lui faire les retours chaque semaine en cumulé, on va peut-être être sur 30 minutes à 1 heure selon le profil. Et donc, tu arrives à la fin du mois, tu es à peu près à 5 heures. Donc, pour un coaching qui serait par exemple à 100 €, tu es à peine à 20 € de l'heure, ce qui est pas très élevé en fait. Tu vois, tu regardes par exemple des gens qui vont prendre des cours particuliers, c'est à 40-50 € de l'heure. 20 € de l'heure, c'est pas spécialement cher. Donc, tu as ce côté-là où, malheureusement, pour la personne, elle doit payer le côté horaire absolument toute seule. Et d'un point de vue du coach, s'il fait à 50 €, tu peux juste pas en vivre en fait. T'as pas l'argent, t'as pas suffisamment de clients pour ça. T'as pas suffisamment de temps aussi. Parce que, ok, même si t'as 50 €, peut-être t'as 50 personnes, tu vas être à 2005 et encore, faut enlever tous les impôts et tout. Mais 50 personnes, si tu veux un accompagnement de qualité, ça se fait pas. Donc, on va dire le prix, tu la mets dans la qualité, dans le temps que le coach va mettre pour toi. Et également, tout simplement, dans le fait que sans ça, il n'y a pas de coach. Donc, que tu le payes ou que tu le payes pas,
au final, ça reviendra au même. Donc lui, il met ses tarifs et puis c'est tout. Mais ouais, j'entends que ça soit un problème et c'est ça aussi, bah, typiquement le côté club et tout dont je parlais tout à l'heure, où l'objectif, ça serait d'avoir, des prix peut-être, à l'année ou, aux 6 mois qui seraient beaucoup moins élevés et pour, bah, encore une fois, rendre les choses beaucoup plus accessibles et cetera. Mais ouais, j'entends que c'est compliqué et j'essaie d'un point de vue personnel, moi, je suis vraiment pas cher. Je sais qu'il y a des gens aussi qui, tu sais, ils ont un peu cette mentalité de: «Ah, si c'est pas cher, c'est sûrement pas de la qualité». Ouais, Il y avait ouais. typiquement, c'était Kawabunga, je sais pas si tu vois qui c'est? Ouais, ouais. Il avait fait un post il y a pas longtemps où il disait ouais, enfin un de ses nouveaux élèves, parlait de son ancien coach en disant qu'il était peut-être à 100 ou 120 € le mois et Kawa était en mode: «Ouais, mais si tu payes que ça, t'étonnes pas d'avoir un coach qui connaît rien». Et bah, là-dessus, du coup, voilà, ça fait pas ma pub entre guillemets, mais je pense que tu peux être totalement compétent avec des tarifs qui sont encore abordables. Après à long terme, les tarifs vont sûrement monter et je pense que je vais essayer de trouver des options pour justement, avoir ce côté accessible. Typiquement, bah, je sais que, bah, je fais un prix pour les étudiants, je fais un prix pour les mineurs. Les mineurs, je fais à 30 €, tu vois? Je me dis: «Bah, c'est les parents qui vont payer, il faut pas que ce soit une charge en plus» et peut-être à long terme, même si je monte mes tarifs peut-être à 150-200 €, peut-être un principe de roulette ou sur le long terme avoir des petites promotions, en fonction du nombre de mois que tu es avec moi et cetera. Mais ouais, essayer de faire en sorte que ça soit un peu plus accessible sans pour autant que ça soit un problème pour, nous en tant que coach. Donc trouver un équilibre. Mais voilà un peu ce que je pourrais dire, expliquer de ce côté-là que j'ai moi et en même temps du côté, cherche un coach que j'ai eu aussi. Très bien, bah écoute, je te remercie. Je pense que ça en aidera pas mal parce que dans la commu, là, il y en a qui, je sais, ils sont réticents par rapport à ce point-là et même il y a des coachs aussi qui écoutent cet épisode et qui me disent: «Ouais, je sais pas trop comment me caler niveau prix» et cetera. Donc bah, je pense que c'est intéressant, très intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus aussi. Oui. On approche là de la fin de la partie, on va dire, basique. Il reste encore quelques questions. Après, on partira sur la question des abonnés et les questions rapides. Une question Hem, efficace. ouais. C'est quoi ton rêve, ton plus grand rêve lié à ce sport? Simple, être champion du monde, être le meilleur, voilà. C'est franchement, c'est je honnête si on doit pousser un peu la réflexion, je sais pas, si c'est être champion du monde, donc gagner vraiment, les championnats du monde s'il y en aura un jour, et cetera. Ou de manière plus générale avoir, être vraiment très, très dominant, enfin pas forcément dominant, mais être vraiment dans l'élite, mondiale pendant longtemps. Je pense que c'est 2 choses bien sûr, le mieux, ça serait de faire les 2 donc avoir, duré pendant 5 à 10 ans jusqu'à encore 30-35 balais et continuer à poutrer les gens. Mais mais si je dois choisir un des 2 ça serait compliqué entre, on va dire, le plaisir de l'instant où c'est toi le meilleur à un moment donné ou plutôt être dans la durée. Ça, si je dois faire un choix, c'est compliqué, mais voilà, si j'ai pas de choix à faire, être champion du monde et être fort, voilà, c'est pendant longtemps. Ça serait C'est le kiff. c'est c'est quelle compétition qui est considérée comme les championnats du monde en endurance? Honnêtement, les gens diront le FIBO, mais comme je dis, moi honnêtement, je suis assez honnête sur, moi-même et sur, les compétitions. C'est-à-dire que typiquement, s'il y a pas pour moi, s'il y a pas tous les meilleurs qui participent, que ce soit parce qu'ils sont blessés ou quoi, je vais avoir du mal à dire: «Ouais, c'est tu champion du monde». Moi, je veux que quand tu fais la compète, il y ait tous les meilleurs, au max de leur forme, que ça soit le plus dur et là, tu gagnes. Donc et bah, le FIBO, c'est ça le problème, c'est que c'est ouvert au monde entier, mais il me semble pas qu'il y ait de gens d'Amérique du Sud, Amérique, du Nord qui y participent. La Russie, la Chine, tout ça, enfin, c'est vraiment plus concentré sur l'Europe, donc moi j'appelle ça plutôt des championnats européens, mais les gens qui y vont, qui font du street vont dire: «Ouais, c'est les championnats du monde». Mais bon, C'est lié à donc ouais, quoi, c'est le FIBO en Allemagne. tu penses que c'est lié Pardon? à quoi, du coup, ce manque, d'athlètes, américains ou même, même des pays de l'Est, de Russie, c'est une question financière, de visa? Toi qui es dans le milieu, tu vas peut-être, Je pense que c'est un manque de vision, dans le sens où, bah, typiquement le FIBO, qui est considéré comme le championnat du monde, ça fait que depuis l'année dernière, en fait, que c'est une compétition, on va dire, sérieuse. Parce qu'il y a eu le FIBO il y a 2 ans, mais honnêtement, tu vois les sets, tu vois les gens qui participent, c'est pas
je vais pas critiquer l'organisation parce que, bah, forcément, ils ont fait le taf de faire la compétition, ils ont fait les ils se sont améliorés énormément l'année d'après. Mais la première qu'il y a eu, les sets étaient pas fameux, le niveau était pas fameux, donc c'est vrai que tu te dis pas: «Ah ouais, c'est la compétition». La deuxième par contre, bah, ils ont réussi à attirer plus d'athlètes, bah, européens, donc le niveau forcément énormément élevé. Ils ont élevé leur, standard en termes de jugement, en termes de sets qui étaient proposés et donc bah, la compétition a gagné en prestige. Mais je pense que, bah, pour que tous les athlètes mondiaux et tout viennent, il faut que ça prenne peut-être 2 3 ans où cette compétition reste toujours, prestigieuse et puis à un moment, les gens vont la connaître, ils vont y aller et voilà. Et typiquement, c'est au Mexique, je crois qu'il y a une compétition, de battle aussi qui s'appelle le Califest et qui est où il y a des très, très forts athlètes apparemment, mais que je connaissais pas du tout. Donc tu vois, c'est pour te montrer le côté à l'inverse, en tant Mmh. qu'Européen, on n'a pas la vision sur les compétitions qu'eux, ils font et qui sont potentiellement, également avec un trop haut niveau. Donc je pense que c'est plus la renommée de la compétition qui va prendre quelques années à arriver et puis à un moment, bah, tous les athlètes viendront et voilà. Et si pareil, toujours si on fait un petit parallèle avec le street lifting, Final Rep, au début, ils avaient pas tant d'athlètes que ça et là, comme ils commencent à être vraiment connus, comme c'est considéré comme vraiment championnat d'Europe et cette année championnat du monde. Et il y a 2 ans championnat du monde aussi, mais pareil, c'était le championnat du monde avec une majorité d'Européens. Mais je pense que cette année, et d'ailleurs il me semble que c'est le cas, il y a beaucoup de circuits de qualification qui sont dans des pays du coup d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord, et où on verra sûrement beaucoup plus d'athlètes vraiment mondiaux. Et pourquoi pas des surprises de gens qu'on ne connaît pas du tout en tant qu'Européens. Très bien. Très bien. Bah écoute, merci pour toutes ces infos parce que bah street lifting et endurance, il n'y a pas énormément de gens pour l'instant dans la communauté de Flow. Et bah donc ouais, c'est super intéressant d'avoir ton avis, toi qui as l'expérience de ce milieu depuis un moment. Bah merci beaucoup. On va passer sur bientôt sur les questions des abonnés, bientôt sur les questions des abonnés. Euh, S'il y a une question, c'est quoi une question qu'on te pose jamais et que les gens... non, je me mélange. Vas-y. C'est quoi une question qu'on te pose jamais mais t'aimerais qu'on te pose? Ah, c'est compliqué ça, attends, je vais trouver. Allez, je te pose une colle. Là, même moi, tu vois, c'était compliqué à lire. Une question qu'on me pose jamais, que j'aimerais qu'on me pose. Comment tu vois les sets? Je pense que les gens portent pas assez d'importance à vraiment réfléchir à l'avance comment ils vont découper leur battle, etc. Euh, donc voilà, comme je me sens quand même assez compétent là-dedans et que c'est pas un sujet trop connu, pourquoi pas, ouais, on va prendre ça. Très bien. Bah, s'il y a des élèves qui passent sur le podcast, vous savez quelle question poser à Clément. C'est ça. Euh, Très bien. Bah, écoute, on va passer sur les questions des abonnés. On a eu 4 questions là pour ce podcast. Euh, on te pose en première question, comment être aussi endurant et fort en même temps? Enfin, il y a plusieurs approches. Donc rapidement, soit les gens font des cycles de force, puis des cycles d'endurance, etc. Heu, Moi, je fais pas comme ça, je fais les 2 en même temps, avec plus ou moins un focus selon l'année. Mais voilà, honnêtement, faire les 2 en même temps, essayer d'être intelligent dans ce qu'on fait pour, pas se cramer, sur l'un contre l'autre. Faire le bon choix sur est-ce que tu veux privilégier l'endurance ou la force à tel moment. Et voilà. Et après, ce qu'il faut se rappeler rapidement, c'est que on parle d'endurance parce que bah, c'est en opposition avec la force dans le street, mais que honnêtement, hein, nos 40 tractions, c'est pas de l'endurance en mode le marathon. C'est vraiment, ça reste de l'endurance de force en fait. C'est-à-dire que c'est de l'endurance de force avec notre poids du corps, mais c'est d'un point de vue physiologique, ça reste les filières énergétiques anaérobiques. Et donc, c'est pas en opposition en fait. Voilà. Très bien. J'espère que ça répondra à la question. On te demande qui est ton élève le plus fort? Bah, je vais en donner 2 du coup, comme ça j'aurai, chez les garçons, Nicolas Natanek, donc qui est champion de Paris et qui est, qualifié pour, les championnats de France et où on vise, une très belle place, je l'espère.
et chez les femmes, Camille Séchel, donc qui est, recordwoman, de dips en France, qui a un très beau RIS, qui a, bah, gagné aussi les championnats régionaux à Lyon et donc qui est qualifiée aux France et qui, je l'espère, on visera une très belle place également. Très bien. Bah, ça répond parfaitement à la question. Heu, une autre question d'un de tes élèves ou un de tes amis, je ne sais pas. Ouh là! Est-ce que c'est dur de porter tes énormes balls au quotidien? Je Est-ce l'ai que je peux modifié savoir un de peu qui pour ça qu'elle vient soit ou plus c'est soft. Je te dirai en off. vas-y. Non, non, c'est pas dur, j'ai pas la grosse tête ni les grosses couilles, c'est tout va bien. Ouais, ça va. Très bien et la dernière question du coup, on en avait parlé un petit peu dans la première partie, mais si tu veux rajouter quelque chose, on te demandait qu'est-ce que ça fait de d'affronter les élèves que tu coaches justement en compétition? Je sais pas Oh si tu ben, veux rajouter quelque chose là-dessus ou tu penses que qu'on a fait le tour? non, je pense qu'on a fait le tour. À la limite, ouais, c'est ça reste quand même un plaisir dans le sens où je pense que faire un battle contre quelqu'un, ça lie un peu ça lie des choses entre vous, tu vois? Vous faites la même chose ensemble, vous êtes un contre un et tout. Donc en plus, le faire contre des gens que tu coaches, c'est d'autant plus un plaisir. Voilà. Très bien. Bah, écoute, on va passer sur, cette partie des questions rapides. Questions sport et d'autres questions un petit peu, plus légères. Est-ce que tu es prêt? Vas-y, je suis prêt. Qu'est-ce que les gens ne devineraient jamais de toi en te voyant t'entraîner? Heu, que j'ai mal aux mains rapidement. Très bien. S'il y avait un athlète n'importe où dans le monde avec qui tu voudrais t'entraîner, ce serait qui? Je pense, je dirais Sergio. Voilà, pour ceux qui connaissent pas, il fait un volume de malade mental et juste pour tester un petit peu, voilà. Très bien. Quel mouvement tu pourrais faire tous les jours sans t'en lasser? Allez, des tractions. Traction? Ouais, ou des ouais, c'est dur, hein. Plus tirage alors? Plus tirage quand même. Je suis un push spécialiste, mais plus tirage. OK. Et quel mouvement du coup, t'appréhendes le plus à chaque fois? Les squats, les squats. Les squats, Sans débat, les squats. je pense que c'est tous les gars du street lifting et de l'endurance, c'est ça. Quels sont tes perfs actuels dans le MU traction, dips et squat? En quoi du coup? En RM, En ARM, ouais, en ARM et après on fera la partie heu, endurance. muscle up, je dois être à peu près à 22,5, traction 65-70, dips 110 à peu près et squat, 130 peut-être. Très bien et en PDC du coup? Et en PDC, traction, je pense une cinquantaine, peut-être un peu moins, ouais, 45-50. Dips, ouah, 80-90, 100 one shot. Pompe à peu près pareil. Et muscle up, pareil, je vais parler en one shot, sinon ça a pas trop de sens. Environ une quinzaine, 10-15. Ouais, 10-15, ouais. Parce qu'en vrai, Très bien. faut rapidement pour ceux qui connaissent pas, que ce soit sur les dips, les pompes ou les muscle up, si on se repose en haut, donc bras tendus, franchement, ça rajoute un nombre de reps qui est conséquent. Mmh. Donc c'est vrai que c'est pas très représentatif selon les gens, de dire ça. Je préfère parler en max one shot, c'est-à-dire que faire le mouvement, sans interruption, donc sans repos, là, je trouve que c'est plus représentatif de l'endurance. Très bien. Je me rends compte du coup que au tout début dans l'intro, j'ai dit une erreur. Je crois que j'ai dit que tu avais fait 34 muscle up à la compète de Oui, en BNP, mais effet, non, ouais, mais du coup, j'avais dû en faire une vingtaine. Parce que du coup, en compétition, on a le droit de se reposer en haut, donc les règles font que tu peux en avoir un peu plus. très bien. Est-ce qu'il y a une compétition que tu as en tête, mais que tu as pas osé essayer? Alors oser essayer, non. Honnêtement, il y a pas de combat qui me fait peur, mais du coup, je vais redire le FIBO, je suis vraiment dégoûté de pas y être allé cette année. L'année dernière, j'étais pas allé pour des problèmes de temps, financiers et cetera et puis même c'était pas l'objectif. Là, cette année, j'avais vraiment envie d'y aller, vraiment envie de me comparer, à l'international, de faire un premier pas sur cette scène, de potentiellement faire un très beau résultat parce que c'est quelque chose qui me correspond pas mal. Il y a beaucoup de poids légers, de PDC
Et voilà, du coup, hâte, d'y participer l'année prochaine. Je ferai pas de bêtises sur les sets de sélection pour être sûr d'être sélectionné, voilà, En espérant que les règles soient les mêmes que cette année. c'est ça. Très bien. Est-ce que tu préfères t'entraîner seul ou en groupe? Allez, en groupe. En Petit groupe, groupe, hein, 2-3 personnes, pas plus. très bien. Tu préfères Prona ou Suppi? Prône tous les jours. Prona. Zéro Si chin-up on... ici. Chin up, team chin up. Si on ouvre ton sac d'entraînement, qu'est-ce qu'on trouve dedans? Alors, le classique, bouteille d'eau, magnésie, élastique, ceinture de lest, une petite balle pour se masser, c'est important et des fois du manger. Des petits bonbons, des petits gâteaux, voilà. Très bien. Si tu avais une boisson préférée en pré-workout, ce serait quoi? Ah, en pré-workout, allez, le café. Un petit café? Un petit café. Moi franchement, honnêtement, hein, je prends jamais de pré-workout. Je tourne à l'eau la majorité du temps. Je prends quelques Red Bull Monster, en compète, mais ouais, en vrai, un petit café, ça fait le taf. Très bien. Si tu devais manger un seul plat pour le reste de ta vie, ce serait quoi? Des lasagnes. Lasagne. Très bien. Est-ce que tu as une série ou un film que tu pourrais regarder en boucle? Heu, mmh, allez, en série, je vais dire Breaking Bad, mais il y a sûrement des films que je préfère. Très bien. Si tu pouvais échanger ta vie avec quelqu'un pendant une journée, ce serait qui? Pas forcément dans le sport. Par exemple, Ouais, ouais, j'ai on a eu Elon Musk la dernière fois, si je dis pas de bêtises. ouais, c'est pas mal. Ouais, ce que j'allais dire, j'allais chercher du coup, si on cherche pas dans le sport, quelqu'un qui est riche, voir un peu du coup, peut-être quelqu'un qui est riche et retraité parce que Elon Musk, j'imagine qu'il doit pas mal bosser, donc quelqu'un, voilà, qui a de la thune et qui sait pas comment faire, juste pour tester histoire Juste pour kiffer. Très ouais. bien. C'est quoi ta musique du moment? Je vais dire, King de XXX, Tentation, Est-ce que tu t'entraînes mieux le début de journée ou plutôt le fin de journée? le soir. Ah, sans Team débat. soir. Team Ouais. soir. Si tu devais te décrire en trois mots, ce serait quoi? Persévérant, passionné et puis, mmh, peut-être quoi le dernier? Fort, allez fort. Très bien. Je me l'accorde. Ouais, tu peux, t'as quand même gagné pas mal de compètes. Ça va. Si on te confiait l'organisation d'une compétition, où est-ce qu'elle se déroulerait? Ah, Lyon à street working. Très bien. S'il y a un truc que t'aimerais apprendre, une discipline en dehors du street, ce serait quoi? Apprendre, mmh, mmh, mmh. Apprendre ou essayer? Ouais, est-ce que ça peut être quelque chose que je connais quand même déjà pas mal ou pas? Ou faut vraiment que ça soit un truc Faisons nouveau? quelque chose que t'as jamais fait. L'escalade, ça compte OK. pas. Non, j'allais pas dire l'escalade en plus, mais non, parce que l'escalade, j'en ai fait trop longtemps, ça aurait pas pu compter. J'aurais dit l'athlé parce que j'aime bien ça, quand même et cetera, mais un truc que j'ai jamais essayé, ouais, de l'alpinisme en vrai. Bon, ça s'en rapproche, c'est attends, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est différent quand même, c'est différent. C'est quand même bien différent, c'est en montagne, c'est dans la Je- neige et tout. Ouais, allez, ou sinon, j'en ai un, alors j'ai plus le nom, mais tu sais les mecs qui sautent de la montagne avec, des mini para enfin en mode, écureuil volant, Ah oui, heu, du wingsuit, ouais, quelque chose comme ça. avec les Ça me grandes trucs, les grandes voiles Ouais, là. ouais, les grandes, exactement. Très bien. Dernière question. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi dans 15 ans? Bon, je vais parler que dans le domaine du sport, mais j'aimerais bien qu'on dise que j'étais un bon coach et que j'étais fort. Ouais. Très bien, bah merci Clément, on a fait le tour là de toutes ces rubriques. J'ai noté j'ai pris quelques notes sur les réseaux sociaux. Je vais te donner un nom d'année et si tu peux nous donner une anecdote ou décrire brièvement cette année. Allez.
Heu, 2021 du coup. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? 2021, je vais dire découverte que je suis fort, dans le sens où quand je suis rentré à La Réunion dans l'été 2021, j'ai fait un battle contre Junior, donc on rappelle, à l'époque, il faisait de l'endurance et sur, un battle où il y avait pas mal de push, je l'ai battu, donc franchement, j'étais content parce que ça faisait, 1 an que je faisais du street, donc je me suis dit: «Ah ouais, quand même, j'ai bien progressé, je peux faire des belles choses». Parce que, il était très, très fort déjà à cette époque. Très bien. Sur, 2022, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Ouais, on en a déjà parlé, mais j'allais dire déchirure du pec, donc on va partir là-dessus. Ou sinon, sinon victoire, des en 2 contre 2 avec mon sœur Jawara. C'était 1re vraie compète, on va dire, en pleine possession, de mes moyens physiques, dans le domaine que je fais actuellement et tout. C'était vraiment un bon moment. Donc un plaisir, d'avoir gagné, un plaisir d'avoir fait ça avec lui, il y a eu pas mal de rebondissements dans la compète, donc franchement, c'était stylé. Très bien. 2023 du coup. 2023, je vais dire, un petit échec personnel, où du coup je perds, ce qui n'était pas encore les championnats de France à l'époque, mais c'est la même chose qu'actuellement, où du coup je perds en finale contre Fredo, donc un athlète de battle également, très, très fort et où honnêtement, voilà, avant le battle, je pensais gagner, et je perds sur des muscle up lestés, du coup parce que je ne faisais plus de lestés à l'époque, à cause de ma blessure au pec de l'année passée et donc franchement, grosse déception, ça m'a beaucoup marqué. Pas forcément la défaite contre lui, mais un peu tout ce qu'il y a autour, le fait que c'était impossible de monter des MU à 10 kilogrammes et cetera. Voilà, ça m'a pas mal touché. Très bien. On arrive du coup sur, l'année dernière. Il me semble que tu étais venu à La Réunion et tu avais fait des compètes. Ouais, 2024, c'était quoi pour toi? 2024, c'était la vraie première année compétitive, dans le sens où, alors je vais m'expliquer parce qu'on va me dire: «Ouais, ça fait 2 ans que tu fais des compètes», où du coup, il y avait les championnats de France, c'était officiel, c'était pas juste, ouais, une compète nationale où il y a tous les athlètes, non, c'était les championnats de France. Surtout, il y avait plus 3 KT. Avant, on avait moins de 73, moins de 85, plus de 85. Là, il y avait que moins de 80, plus de 80 et du coup, il y avait tous les athlètes, donc il y avait Alexis, Flomarec, moi-même, Fredo, Hassen et cetera. Donc là, il y avait personne qui pouvait dire: «Ouais, il y a quelqu'un qui est pas là, donc tu mérites pas ta place». Vraiment, c'était la compétition pure et dure, comme j'ai dit, comme j'aime. Et puis du coup, j'ai affronté, Flo Marek en demi-finale, et ça pareil, c'est quelque chose quand j'ai commencé le street, après 1 an, je disais: «Ouais, Flo Marek, dans 2 3 ans, je serai à son niveau». Les gens me disaient: «Mais t'es fou, il est trop fort». Du coup, en soi, je l'ai fait donc c'était aussi, on va dire, j'ai tenu ma promesse à moi-même. Une belle promesse. Et du coup, ça nous amène sur, la fin là. On est en plein dedans. 2025, c'est quoi pour toi ces 4 premiers mois là? Attends, 4 premiers, oui. Ouais, 4 ouais, allez, on va dire 3 vu qu'Avril est pas 3, dedans, mais 3. je pense que l'événement marquant, c'est quand même, du coup, je parlais du côté coach là, où, donc il y a Watashi Wakenpachi sur Insta que j'entraîne depuis septembre, que je connais depuis avant, qui a bien, bien, bien progressé et du coup que j'ai affronté en finale des championnats régionaux. Donc ouais, c'était, déjà un plaisir de l'amener à ce niveau-là, un plaisir de le faire progresser, un plaisir de le voir gagner ses battles et puis un plaisir d'avoir parce que pareil, l'objectif c'était qu'il arrive en finale, c'était qu'il arrive contre moi. Donc ça s'est passé, on va dire, une, une chose de plus qui a été dite, qui a été réalisée. Donc c'est vraiment un bon début d'année là-dessus. Très bien. Bah écoute, je te souhaite que cette fin d'année se passe tout aussi bien que les 4 dernières. On va Merci à essayer. toi pour ton temps. C'était un plaisir pour moi de discuter avec toi. J'espère que l'épisode également plaira aux personnes qui l'écoutent, qu'elles en apprendront. N'hésitez pas à aller faire un tour du coup sur les réseaux de Clément. Tout est en description. Euh, pour conclure, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais voir sur le podcast pour venir discuter avec moi? Alors, qui ça peut être intéressant? Plutôt un gars de La Réunion ou pas forcément? Pas forcément.
OK. Après toujours, je Ouais, en vrai, je vais j'essaye quand même quand dire même. un gars de La Réunion, parce que ouais, Corentin et Manix, ils étaient passés, on est d'accord? Ouais, ouais, ils sont passés, ouais. Ouais, ils étaient passés ensemble. Heu, J'ai eu David, j'ai eu Majin, j'ai eu Quentin, Kevin, Corentin, pop, 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 David, je l'ai dit, ouais. Ouais, ah bah, pour en l'instant. vrai, j'ai trouvé, c'est bon. Pour le côté, quand même, bah, quelque chose que je connais peu, ça serait Zinedine, pour le côté freestyle et tout, aussi parce que, bah, il a été fort très, très jeune. Enfin, il l'est toujours, mais voilà, donc pourquoi pas. Peut-être un deuxième épisode avec Zinedine alors. Je crois que Voilà. c'était le deuxième épisode du podcast. Et tu aurais une thématique à nous recommander peut-être? Bah, du coup, je savais pas qu'il était passé non plus, mince. Ou si tu Raphaël, il est quelqu'un passé ou d'autre. pas? Raphaël est passé, Angelo est passé, Noah Crescence est passé, beaucoup de Ouais, monde moi, sont j'avais sont vu. passés. Ah, ça fait Qui du d'autre? monde. On a fait 18 ou 19 podcasts pour l'instant et des Mmh. fois avec des épisodes duo, tu vois? En plus, c'est ça. Oh, bah, alors, pourquoi pas, elle serait pas à l'aise dans ce format, mais Camille Seychelles, du coup. Franchement, je crois que Jordan en avait parlé aussi. Ouais, c'est Ouais, possible. quelqu'un qui est très, très fort, Mmh. et qui a une très grande discipline, donc ça peut être intéressant d'avoir son point de vue aussi. Très bien. Bah, écoute, l'invitation est envoyée en direct. Est-ce que tu as un mot à passer à quelqu'un en particulier ou à la communauté? Oh, ça va être à la communauté, franchement, bah, déjà, encore une fois, je te remercie pour, l'invitation, pour le travail que tu fais, que ce soit à travers les podcasts, à travers, on va dire, bah, du coup, une découverte du street pour les gens et les différents formats en plus parce que, bah, comme tu dis, tu es plus connaisseur du côté, freestyle, statique et cetera et pareil pour, la communauté de flow et du coup, bah, un message honnêtement, entraînez-vous, faites-vous plaisir et puis, ayez pas peur d'aller en compète. Voilà, ça fait vivre le sport, organiser des compètes, aller en compète, montrer qu'il y a de la présence. Laissez pas les gens être à 2 personnes, et remplir le podium gratuitement, c'est pas bien. Ou petite pensée à Papy qui, je crois, fait des podiums tout seul dans sa caté, si je dis pas Ouais, de ouais, bêtises. ouais, alors qu'il est très fort pourtant. Là, c'est pas des Mmh, podiums volés, mais ouais, en mmh. effet, c'est triste. Très bien, bah, écoute, merci beaucoup Clément. Est-ce que tu as un mot là à dire à l'audience qui est arrivée jusqu'ici à la fin de l'épisode pour qu'ils mettent en commentaire? On avait eu avec, Kevin et Quentin, on avait eu pizza. Avec David, on a eu spicy. Toi, ce serait quoi? Les gens, ils doivent commenter là. Alors, déjà, merci d'être arrivé jusque-là parce que je pense que j'ai beaucoup parlé. Je sais pas si en termes de On est longueur, ils sont tous on aussi a bons. 1h37 là, en comptant la petite coupure. Ouais et du coup, allez, un petit mot, tire la barre, voilà, c'est sympa. Tire tire la barre, mettez tire la barre en Retirer la barre. commentaire les gars. Voilà. Très bien, n'oubliez pas d'aller suivre Clément sur les réseaux sociaux. Si vous voulez un coaching les gars, c'est en DM sur son Instagram. Allez vous abonner, allez liker tous ses posts là, allez lui donner de la force pour cette année et l'année prochaine et les prochaines compètes qui arrivent. Il représente superbement bien, La Réunion. Donc allez lui donner de la force, allez faire aussi un tour sur les réseaux de Flow Sport Equipment, sur la En effet. boutique si vous voulez qu'on s'améliore, qu'il y ait du matos et du contenu de meilleure qualité. Sur ce, bah, je vous souhaite à tous une bonne soirée, bonne journée, bons entraînements, prenez soin de vous et à très vite. Ciao, Adios. adios. Top, c'est dans la boîte. Ouais, nickel.